Ok, tout le monde arrive. Super. Dimitri est là aussi. Parfait. Super, mais il nous reste 2 minutes avant de démarrer. Euh, Très bien. On va être ensemble pour à peu près 1 heure. On va regarder le détail du sujet, des différents investissements, combien est-ce qu'il faut pour devenir rentier, est-ce que c'est possible, quel placement de faire, etc. Donc vous êtes au bon endroit et on va démarrer dans 1 minute. Ah oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Dimitri. Dimitri, Ok. oui, tu es en public, ouais. Dis-moi. Dimitri, tu peux m'envoyer un petit message si tu veux. Et Pierre qui nous a rejoint. Bonjour Pierre. Pierre, tu es au bon endroit. Tu es sur le webinaire. Comment faire travailler son argent. Alors Pierre, Pierre, tu nous as envoyé un message. Tu viens de quelle ville, Pierre? Ok, tout le monde commence à se connecter. Bonjour Vincent aussi. Allez, on va bientôt démarrer. On va attendre les derniers retardataires. Merci à tous de vous être connectés. Vous êtes bien sur le webinaire. Comment gagner de l'argent? Allez, c'est parti. On va démarrer à l'heure. Donc, je vais vous montrer mon écran. N'hésitez pas à m'envoyer un message si il y a quelque chose qui fonctionne pas. Euh, et puis, bonjour Didier, Didier qui vient de se connecter aussi. Bonjour. Bienvenue sur le webinaire. Comment faire travailler votre argent à votre place. Et puis, on va démarrer le partage de l'écran. C'est parti. Donc, bonjour à tous et merci de vous être connectés sur le webinaire. Vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui. Voilà, on va passer une petite heure ensemble. On a beaucoup de choses à voir, donc je vais essayer d'aller vite pour vous apporter le maximum de contenu. Pendant le webinaire, vous pouvez, on aura des temps pour se poser des questions. Vous avez du coup une petite, si vous voyez bien tous mon écran, vous avez une petite fenêtre sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et puis on aura des moments aussi pour échanger. Je vous poserai aussi des questions, voilà. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus interactif possible parce que l'objectif c'est avant tout que ce soit utile pour vous et que ça réponde à vos questions. Voilà, alors on va démarrer. Ce que je voulais dire au début, vraiment c'est un sujet compliqué, mais je voulais juste me présenter. Si vous me suivez sur le blog, vous savez un peu d'où je viens. J'ai investi depuis à peu près 20 ans en bourse et dans l'immobilier. J'avais ouvert mon PEA, premier PEA à 16 ans. J'ai fait beaucoup d'erreurs depuis. Quand j'étais étudiant, si vous m'avez suivi, j'étais même ruiné. J'avais commencé ma vie active en fait avec des dettes à rembourser à la banque. Et puis, depuis 2013, je partage sur le blog du coup mon expérience d'investissement, les différents placements que je fais, que ce soit sur l'immobilier ou sur les actions. J'investis aussi sur l'or, sur les matières premières, donc on va partager tout ça ensemble. Et puis, d'un point de vue perso, voilà, je suis marié, j'ai 4 enfants et je travaille dans l'Internet.
Voilà, alors on va démarrer tout de suite la session. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez devenir rentier. On voit souvent dans les médias des images un peu d'Épinal, comment faire pour devenir rentier. On garde beaucoup l'image des années du siècle dernier, où finalement les rentiers c'était une fraction tout à fait minoritaire de la société. C'était 0,1%. Mais pourtant c'est tout à fait possible et on va voir aujourd'hui. Et le secret, parce qu'il y en a un, et c'est pas du tout ce que font la plupart des gens, c'est de faire travailler votre argent plus dur que vous. Donc c'est de faire travailler votre argent plus dur que vous. Et vous allez voir aujourd'hui que votre argent, il est capable de travailler beaucoup plus dur que vous. C'est-à-dire qu'il est capable de rapporter beaucoup plus d'argent que ce que vous pouvez faire par votre propre travail. Alors d'abord, je vais vous poser une question. Si c'est votre objectif, à quel âge est-ce que vous voudriez être rentier? Donc utilisez la petite, les petits messages pour me dire, et selon vous, quand est-ce que vous voudriez être rentier? Moi, par exemple, à titre personnel, mon objectif, c'est d'être rentier à 40 ans. Pour d'autres personnes, ça va être 50 ans. Pour d'autres, c'est même de dire, bah, je veux préparer ma retraite et je voudrais être rentier. Voilà, Dimitri, 35 ans. D'autres, c'est juste d'être sûr qu'à la retraite, quand ils ont 60 ou 65 ans, eh ben, ils sont capables de vivre, ils n'ont pas besoin de travailler ou de dépendre des autres. Voilà, donc on a chacun en fait notre propre horizon. Et ça, c'est la première chose à regarder, c'est de bien regarder vous, ça va être quoi votre objectif? Combien de temps voulez-vous donner pour être rentier? Et en fonction de cet horizon de temps, vous allez voir, il y a des stratégies différentes qu'on peut mettre en place. Alors, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est d'abord comment il est possible de devenir rentier, le secret pour que votre argent travaille plus dur. Je vous parlerai aussi des 2 placements qui rapportent. Je vous parlerai aussi de d'autres placements, je vous dirai pourquoi est-ce qu'ils ne rapportent pas, selon moi. Et puis, le plan d'action que vous pouvez mettre en place pour y arriver. Voilà, donc on va démarrer par la première partie. Jusqu'à la fin, du coup, pour remercier d'atteindre jusqu'à la fin du séminaire, j'aurai deux petits cadeaux pour vous. Le premier, c'est mon guide sur l'immobilier aux États-Unis et comment vous pouvez y investir. Donc c'est toute la connaissance que moi j'ai acquis de ces investissements très rentables aux États-Unis. Et le deuxième, c'est la meilleure action pour investir à long terme en bourse. Voilà, et puis une offre spéciale à la fin, mais ça je vous en dirai un peu plus. Alors d'abord, on va commencer par les croyances. Parce que vous pensez peut-être que devenir rentier n'est pas possible, ou que vous devez travailler pour l'argent jusqu'à la retraite. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la bourse c'est un casino. Quand on lit les journaux, on entend toujours parler de la pierre comme un placement sûr, ou alors que votre argent est complètement en sécurité sur votre livret A. Donc ça, c'est un certain nombre de croyances pour la majorité des gens. Et ce que je vous invite d'abord à faire, c'est de mettre en question ces croyances. Par exemple, quand la majorité des gens pensent que la bourse est un casino, moi, mon point de vue personnel, c'est que la bourse, c'est vraiment un moyen de devenir rentier beaucoup plus vite. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser. Et les gens qui pensent que l'argent est complètement en sécurité sur le livret A, moi je suis convaincu que le livret A, et je vous expliquerai pourquoi, en fait c'est un vecteur d'appauvrissement. En fait ça m'appauvrit quand je laisse mon argent sur le livret A. Et la plupart des gens vont dire, mais oui, il faut investir dans l'immobilier, c'est la pierre, c'est du solide, c'est tangible. Et en fait aujourd'hui, l'immobilier en France par exemple, ça rapporte pas grand chose. Donc en fait votre capital travaille pas très dur, souvent quand on l'investissez dans l'immobilier en France. Et ce qui est fondamental à ça, c'est que si vous faites comme tout le monde, en fait, vous obtiendrez les mêmes résultats que tout le monde. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez obtenir des résultats différents de la reste des gens, c'est-à-dire si par exemple vous voulez devenir rentier plus rapidement pour une retraite anticipée, ou être totalement indépendant lors de votre retraite et ne pas dépendre des autres, eh ben, il faut faire des choses un peu différentes. Alors, on va regarder d'abord comment faire travailler son argent. Ensuite, je vous présenterai
2 investissements qui, à mon sens, sont gagnants, et puis le plan d'action que vous pouvez appliquer. Alors d'abord, question, est-ce que vous préférez travailler pour l'argent ou que votre argent travaille pour vous? Alors, on oppose souvent les deux. Au début, en fait, on est tout à fait capable de faire les deux. Vous pouvez tout à fait, en ce moment, travailler pour de l'argent. Par exemple, si vous êtes salarié dans une grande entreprise ou une petite entreprise, ou si vous avez votre propre business, et en même temps faire travailler l'argent à côté de vous. Mais à un moment donné, vous recevez de l'argent à la fois soit de votre travail, soit de votre argent qui travaille. Et je vais vous donner le secret pour faire travailler dur votre argent. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est les intérêts composés. Pourtant, il y a assez peu de gens qui l'utilisent en France. Sur ce tableau, en fait, je vous donne la simulation d'une personne qui aurait placé un capital de départ de seulement 1000 euros et qui l'aurait placé, qui aurait gagné 10% par an et qui en plus aurait abondé de 100 euros par mois son placement. Et bien à l'arrivée, en ayant mis seulement 1000 euros, plus 100 euros par mois, donc ça fait à peu près 37 000 euros d'épargne sur 30 ans, et bien le capital à la fin est de 234 582 euros. Donc ce qui est assez fabuleux, c'est que ce qu'on voit sur la courbe en bleu, qui sont les grandes barres bleues, tout ça c'est des intérêts en fait qui ont été générés par l'argent, et ce qui est en rouge c'est l'épargne. Et on voit que du coup l'épargne, c'est en fait une toute petite partie du capital à la fin. Et donc c'est ça la magie des intérêts composés, c'est que votre argent fait des petits et les petits font encore des petits. Et donc vous arrivez à la fin sur un capital de plus de 230 000 euros, donc près de 200 000 uniquement créés par des intérêts. Donc c'est quand même assez magique. Il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez faire des simulations. Moi je vous invite du coup à vous faire votre propre simulation personnelle. Peut-être que par exemple, vous n'avez pas forcément un horizon d'investissement de 30 ans, mais vous avez peut-être un capital de départ de 10 000 ou 50 000 euros. Peut-être que vous avez un effort d'épargne de 500 euros. Je vous invite à faire des simulations sur une longue durée pour voir l'impact que ça va être. Le deuxième enseignement qu'on voit sur le graphique, c'est que si on regarde les premières années, au final, on ne voit pas très bien cet effet. C'est-à-dire que les barres bleues, au début, elles sont vraiment toutes petites. Comparé au rouge, on a l'impression en fait, qu'on fait que épargner, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et l'effet, il ne se voit que très fortement qu'à partir de la 10e et la 11e année. Et on voit qu'à partir de la 11e année, et ben ça y est, les intérêts en fait ont généré plus que votre épargne. Et en fait, il faut du temps. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui se découragent, ils commencent à placer et puis ils arrêtent parce qu'ils ne voient pas l'effet dans le temps. Et ça prend de l'ampleur au moins au bout de 10 ans et encore plus au bout de 20 ans et 30 ans. Donc ça, c'est complètement ce que font des gens, ce qu'ont très bien compris des gens comme Warren Buffett, qui continuent du coup à capitaliser leur argent. Alors maintenant, la question que je vais vous poser, c'est, à votre avis, si on avait placé ça sur une assurance vie ou un livret A, combien est-ce que ça aurait donné? Est-ce qu'on serait à 200 000 euros, à 100 000 euros, à 50 000 euros? Ben, la réponse, si on était investi, si je prends un taux de 1,25%, donc c'est à peu près entre le livret A et l'assurance vie, on serait seulement à 45 000 euros. Donc en fait, vous aurez gagné que 45 000 euros et on voit là que les couleurs sont très différentes. Au bout de 30 ans, vous avez toujours fait la même épargne, mais les intérêts en fait sont très très faibles. Et donc là, sur la durée, la leçon c'est que c'est le rendement qui va faire la différence et pas votre épargne. Sur la durée, vous avez une différence énorme qui est uniquement liée à ce rendement net, selon que ce soit 1,25 ou 10%. Et c'est totalement relativement décorrélé en fait du capital de départ et de votre effort de départ. Donc ça veut dire que ça va être votre allié pour votre épargne long terme. Il va falloir aller chercher du rendement. Alors que par contre à court terme, effectivement c'est vrai qu'on ne voit pas une grosse différence non plus. Alors tout ça c'est bien beau, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des forces contraires, et ça va être très important pour vos investissements. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je vais vous les citer. La première, c'est l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, c'est quelque chose qui est très faible année après année, de l'ordre de entre 1 et 2%. Mais sur une longue période, ça fait une différence énorme. Par exemple, sur une période de 40 ans, pour donner un exemple, aux États-Unis,
la baguette de pain qui valait 13 centimes il y a 40 ans, aujourd'hui elle vaut 1 dollar. Ça veut dire que si on se projette sur les 40 prochaines années, la baguette de pain que vous achetez aujourd'hui à 1 euro, potentiellement, en fait, dans 40 ans, elle va plutôt valoir quelque chose comme 7 ou 8 euros. Donc l'inflation, c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur un horizon de temps très court, puisqu'à chaque fois, c'est des toutes petites augmentations, mais ça fait une énorme différence sur la durée. Et c'est pour ça que c'est important sur la durée de placer sur des investissements qui rapportent largement au-dessus de l'inflation, parce que si vous placez, comme on a vu dans l'exemple tout à l'heure, à 1,25, en fait, dans la réalité, vous n'avez rien gagné parce que là, ça ne couvre même pas l'inflation. Alors, le deuxième, c'est les impôts et les taxes. En fait, pour un même placement, il y a plusieurs enveloppes fiscales différentes et donc selon l'enveloppe que vous allez choisir, vous serez plus ou moins taxé. Donc voilà, pour avoir la même performance, avec ou sans les impôts, il faut bien connaître les enveloppes fiscales. Le troisième, c'est les frais de gestion. De la même manière que les impôts sont différents sur les enveloppes fiscales, pour un même produit, mais d'une marque différente, vous allez payer plus ou moins de frais de gestion. Et donc de la même manière qu'il y a des marques de constructeurs automobiles, vous avez différents établissements financiers qui vont proposer exactement le même produit, mais avec des frais de gestion qui peuvent varier de 1 à 10. Donc vous avez, parfois pour le même produit, vous pouvez payer 10 fois moins de frais de gestion si vous savez quel produit aller acheter. Donc c'est très important d'avoir la connaissance sur les produits. Et puis le dernier point, c'est les émotions. Parce que la plupart des gens font leurs investissements en fonction de leurs émotions. Et donc, au moment où, par exemple, en 2008, l'économie s'effondre et on a l'impression que les placements ne vont plus rien valoir, que tout le monde se met à vendre, si on fait ça, c'est-à-dire que si on commence à vendre dans les creux et à racheter dans l'euphorie, vous n'êtes plus du tout sur des rendements de 10%. Le rendement de 10%, ça c'est uniquement si vous ne touchez plus à votre investissement pendant 40 ans. Voilà. Si vous rentrez et sortez en fonction de vos émotions, en fait vous allez faire le même rendement que la plupart des gens, c'est-à-dire quelque chose comme entre 1 et 2%. Alors, une fois qu'on a vu les forces contraires, maintenant on va se dire mais quel capital il faut pour arrêter de travailler. Donc tout à l'heure vous m'avez dit combien vous vouliez pour investir. Alors, il y a Michel qui me dit il n'y a rien de sécurisé qui rapporte 10%. Alors on va voir du coup ce qui peut rapporter 10%. Et puis on va voir aussi une notion de sécurité. En fait, ce que j'appelle sécurisé, c'est surtout la notion de risque en fait. Et la notion de risque, c'est assez différent de la notion d'un placement garanti par exemple par l'État. Aujourd'hui, je donne un exemple, le livret A, c'est garanti par l'État. Vous avez des fonds, en fait, si par exemple les banques font faillite, vous pouvez récupérer votre argent à hauteur de 100 000 euros, voilà, il y a une garantie. Mais en fait, d'abord, cette garantie, elle est très relative, parce qu'aujourd'hui, le fonds de garantie, il fait même pas 2 milliards. Donc aujourd'hui, par rapport aux encours du livret A, c'est très très faible, c'est même pas 1%. Ensuite, c'est certes sécurisé, entre guillemets, par l'État, mais avec l'inflation, en fait, c'est de l'argent qui, de toute façon, ne va rien vous rapporter. Donc, en fait, la sécurité est toute relative. Elle est toute relative. Voilà. Donc, en fait, il faut plutôt essayer de bien gérer les risques. Et on va le voir ensuite. Je vais vous montrer des exemples, en fait, de qu'est-ce qui est risqué, qu'est-ce qui n'est pas risqué, quelle est la différence aussi entre investir et spéculer. Et ça, on va voir dans la deuxième partie. Alors, pour arrêter de travailler, le capital, ça va dépendre de vos objectifs. Mais il y a une manière assez simple de le calculer. Si vous savez quel est le revenu dont vous souhaitez disposer pour vivre, alors vous pouvez appliquer la règle des 25. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Prenons un exemple. Si par exemple vous me dites, moi j'ai besoin de 5 000 euros pour vivre par mois, donc ça vous fait un revenu de 60 000 euros par an, et bien il va vous falloir un capital de 1,5 million d'euros. Et ça c'est un capital qui va vous permettre régulièrement, année après année, d'en tirer à peu près 60 000 euros par an, sans que le capital soit consommé. Dans une logique où le capital va continuer au moins à se maintenir. Si par contre vous avez besoin que de 1 000 euros par an, donc, enfin 1 000 euros par mois, donc 12 000 euros par an, pardon, ben là par contre votre capital, 12 000 euros x 25, vous aurez besoin de 300 000 euros. Alors pourquoi 25? En fait 25 ça correspond à un placement dont on pourrait tirer 4%.
Et si votre épargne elle est convenablement investie, vous pouvez tout à fait vivre de ce capital. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait retirer 4% de ce capital et faire en sorte que le capital continue à capitaliser. Voilà, continue à se développer. Donc, essayez de faire ce calcul. Dites-vous, voilà ce dont... Partez d'abord de quel revenu je souhaite disposer pour vivre et appliquez cette règle. C'est une règle conservatrice pour savoir ce qui est raisonnable de toucher comme capital. Donc on voit qu'on n'est pas non plus sur des dizaines de millions d'euros en fait. Voilà, alors si vous avez des questions, je peux en prendre quelques-unes et puis sinon on va passer à la partie 2. On va passer à la partie 2 comme ça. Donc, sur les questions sur la sécurité de placement, effectivement, c'est très important. C'est une question qui revient énormément. On va voir qu'il y a une différence en fait entre la sécurité et la volatilité. C'est-à-dire entre la capacité d'un placement de conserver sa valeur dans le temps ou de s'apprécier sur une longue durée. Comme je vous l'ai dit, en fait, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions dans les investissements, et c'est ce qui fait que du coup, il y a des variations de prix qui peuvent être importantes. Mais ce qu'on appelle le sous-jacent, c'est-à-dire la valeur intrinsèque, elle ne varie pas de la même manière. Et souvent, elle varie beaucoup plus lentement. Voilà, alors, du coup, sur cette partie, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que votre argent, il peut travailler dur pour vous. Et grâce à la magie des intérêts composés, on peut voir que sur la durée, il peut quasiment faire le boulot tout seul, si on le laisse faire. Par contre, si vous ne le faites pas travailler, eh ben, il va perdre lentement mais sûrement de sa valeur. Donc toutes les personnes qui laissent leur argent sous le matelas, sur du livret A, sur des choses qui ne rapportent pas, il faut en avoir un peu, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le livret A, mais qui investissent majoritairement sur ce genre de placement, en fait, sur une longue durée, elles ne vont pas gagner grand-chose parce qu'il faudra payer l'inflation, la taxe, les frais, etc., etc. Donc vous allez plutôt travailler pour les autres, hein, donc plutôt pour l'État ou pour votre banque ou votre intermédiaire financier. Et à long terme, en fait, donc c'est la performance du placement et pas tellement votre épargne qui va faire la différence. Donc votre objectif, c'est de démarrer le plus tôt possible. Souvent, on me dit quand est-ce qu'il faut démarrer. On dit la meilleure, il fallait démarrer. La meilleure réponse, c'est il fallait démarrer il y a 10 ans. Et sinon, le meilleur moment, c'est de démarrer maintenant. Et ça, c'est vraiment très vrai. Et surtout d'investir son épargne long terme sur des placements rémunérateurs. Et donc, on va voir ça dans la partie suivante. Alors, dans la partie suivante, on va donc regarder, selon moi, les deux placements qui sont vraiment gagnants. Alors, à votre avis, quels sont ces deux investissements gagnants? Est-ce qu'à votre avis, c'est les obligations? Bon, celui qui dit livret A, c'est qu'il n'a pas écouté la première partie. Est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est l'immobilier? Les actions, les SCPI? Michel, ouais, les SCPI, ouais. Est-ce que c'est les SCPI? Alors, on va en parler des SCPI. Le SP500. Les actions. Ok. Toujours, tout le monde a son avis. Alors, moi, en fait, il y en a deux. Et effectivement, dans vos réponses, il y en a deux où je suis d'accord, il y en a un où je suis pas d'accord. Alors, et on va voir les trois. Donc, je suis d'accord, en fait, pour moi, sur actions, immobilier, et je suis pas d'accord sur l'or et l'argent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et pourtant, j'ai de l'or et de l'argent. En fait, l'immobilier, je pense que c'est vraiment un placement gagnant, et on est tout à fait capable de faire du 10% de rendement par an. Moi, je connais des gens à Bordeaux, là, par exemple, donc moi, j'habite à Bordeaux, des gens qui font du saisonnier, ils m'ont montré leurs chiffres de rendement, et effectivement, ils font quasiment du 10%. Donc, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible malgré les prix actuels. Par contre, c'est des gens qui l'ont fait de manière délibérée pour faire du saisonnier. Donc, par exemple, ils ont un appartement en centre-ville dans un arrondissement qui est vraiment très central et donc qui attire les gens. Donc ça, c'est possible. Il y a aussi le locatif aux USA. Donc moi, c'est ce que je fais. Si vous avez lu le blog, vous avez peut-être vu mon rapport dessus et comment on peut faire du 10%. Quand j'ai acheté mes maisons, en fait, on pouvait même en brut, c'était même des rendements bruts de 20%.
Voilà. Tout simplement parce que les prix en fait s'étaient effondrés. Les prix avaient été divisés par 3. Donc avant des rendements qui étaient de l'ordre de 6% brut, c'était devenu des rendements de 20% brut. Mais sur l'immobilier, je dis attention parce que c'est pas automatique et il est tout à fait possible de faire du 1%. Et encore une fois, moi, à Bordeaux, les gens qui ont des immeubles, moi, que je connais, me disent que net de tous leurs frais de gestion, donc ils font gérer par des agences, etc., ils me disent, sur ces immeubles, en fait, je gagne entre 1 et 2%. Voilà, donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça, donc j'ai tendance à croire que c'est assez vrai. À Bordeaux, ouais, donc à Bordeaux, du 1 à 2%. Et donc moi, j'ai acheté donc aux États-Unis, pour répondre à la question de Eric, moi j'ai acheté à partir de 2010. Donc j'en ai acheté régulièrement, une en 2011, deux en 2012 et ensuite en 2013. Voilà. Et après, on verra pourquoi est-ce que c'était le bon moment. Voilà, alors ce que je dis sur Bordeaux, moi je connais moins bien Paris, même si j'ai habité pendant 30 ans à Paris. Voilà, après les rentabilités à Paris, c'est quand même relativement faible aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter à Paris. De manière générale, beaucoup de gens qui achètent dans les centres-villes, donc ça fait des rentabilités qui sont assez faibles. Alors, donc il est possible en fait de faire aussi que du 1% en France. Et ce qu'il faut bien regarder sur l'immobilier, quand on dit l'immobilier c'est un placement sûr, en fait, c'est pas une bonne réponse ça. En fait, la bonne réponse c'est que ça dépend du moment où on l'achète. Et là, sur cette slide, en fait, je vous montre le graphique qui a été fait par Jacques Frigit, que vous connaissez peut-être, qui est un économiste. Et ce qu'il a fait sur ces courbes, il a essayé de mesurer les prix de l'immobilier en fonction du revenu. Lui, sa thèse, c'est que les prix de l'immobilier évoluent en fonction du revenu, et c'est assez vrai. Alors, pour toutes les questions pour les États-Unis, je répondrai du coup plutôt à la fin, Vincent. Donc, sur le cycle, en fait, on voit que en France, les prix ont vraiment énormément augmenté alors que les revenus des gens n'augmentaient pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que ça augmente? C'est que les gens en fait se sont massivement endettés et ont pris une part importante de leur capital pour investir dans l'immobilier. Donc moi, quand j'ai vu ça en 2010, j'ai vu aussi qu'il y avait des pays où c'était la même chose. Donc par exemple, la courbe noire, c'est la France, mais c'était la même chose, voire pire en Espagne, qui est la courbe là tout en haut en doré. Par contre, il y a des pays où c'était pas le cas. C'était notamment pas le cas en Allemagne. Donc ça, j'en parle sur le blog, que les prix, là, pour le coup, s'étaient complètement effondrés en Allemagne. Et donc là, alors même que les revenus augmentaient. Et notamment aux États-Unis, où après vraiment un pic en 2006, les prix avaient beaucoup baissé. Et c'est pour ça que du coup, on arrivait à trouver des bonnes rentabilités. Donc en fait, l'immobilier, il est aussi sujet à des cycles. Et même si c'est des cycles qui peut-être n'étaient pas forcément, peut-être moins importants dans les 40 dernières années, on voit bien que depuis 2000, on a eu des évolutions très contrastées. Alors, le deuxième placement gagnant pour moi, c'est la bourse. Et notamment la bourse américaine. Alors, par exemple, la bourse américaine, donc ce qu'on appelle le SP500, donc l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines, il a généré entre 1964 et 2014 un rendement de 11,196%. Alors 11,196%, vous voyez, on est au-delà des 10%. Si vous aviez investi vos 1000 euros en 1964 et généré et mis 100 euros par mois, là vous seriez encore au-dessus des 230 000 euros dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et les actions, moi je trouve, sont un meilleur placement que les obligations, de manière générale. C'est-à-dire que de manière générale, elles vont rapporter plus que les obligations. Il y a quelques moments dans l'histoire, et donc c'est toujours une fonction de cycle, où les obligations ont rapporté plus. Par exemple, dans les années 80, on pouvait avoir des obligations de l'État français qui rapportaient plus de 10%. Voilà, donc c'était effectivement des très bons placements. Mais vraiment, la bourse, sur des grandes périodes, c'est clairement un placement gagnant. Alors un troisième, quand même une chose dont il faut faire attention en bourse, c'est, bien sûr, tout ça c'est à condition de ne pas payer trop cher. Car les prix évoluent dans le temps et forment des cycles. Et donc, comme disent les Américains, timing is everything. Et donc ça, c'est la courbe du SP500 donc depuis les années 50, et on voit bien que sur le graphique, il y a eu beaucoup de volatilité. Donc il y a eu notamment un pic en 2000,
ensuite un grand creux en 2003, un pic en 2007, juste avant la subprime, un creux en 2009, et depuis 2009, une très forte hausse. Donc là, maintenant, on est à peu près sur la 6e année de hausse. Voilà. Et donc, effectivement, si on investit tout, par exemple, tout son argent, juste avant la crise des subprimes en 2007, en 2000 ou maintenant, le rendement ne peut pas magiquement être de 10% sur les 40 prochaines années. Voilà. Le rendement sera forcément plus faible si on investit maintenant. Alors, pour savoir du coup où est-ce qu'on en est dans le cycle, parce que là on voit des valeurs absolues, mais derrière il y a une économie qui évolue, et quelque part le sous-jacent n'est pas exactement le même, parce que les entreprises qui composent l'indice ont grossi, font plus de profits, etc. Si vous voyez les titres des journaux, souvent on parle de profits records, mais en fait c'est uniquement parce que les sociétés grandissent et nos économies grandissent. Il y a un graphique que j'aime bien regarder, et c'est Warren Buffett qui en avait parlé aussi. C'est un graphique où on retrouve du coup en bleu notre indice. Alors là c'est un indice un peu différent, parce que c'est le Wilshire 5000, donc c'est les 5000 plus grandes entreprises américaines. Et en rouge, c'est le PIB américain, donc le GDP, le Gross Domestic Product. Et en regardant les deux, on voit que la courbe bleue, elle a tendance à suivre la courbe rouge, ce qui est assez logique, parce que c'est la valeur des entreprises américaines. Mais par contre, il y a des écarts dans le temps. Donc vous avez des moments d'euphorie comme en 2000, où la courbe bleue est très au-dessus de la courbe rouge, des moments de dépression à l'inverse comme en 2003, où on est très en dessous. Et donc le but du jeu, ça va être quand même de regarder cette courbe pour se dire, si je suis très en dessous de la courbe rouge, j'ai intérêt à investir. Si je suis très au-dessus de la courbe rouge, il faut que je fasse un peu plus attention. Donc, pour l'inflation, parce que bien sûr on va le regarder, que ce soit sur la courbe de l'inflation et on va parler de l'or juste après du coup, pour la question de Michel, pour l'inflation, les deux en fait sont avec l'inflation. Donc là on se parle du PIB avec l'inflation et de l'indice des actions avec l'inflation. Mais effectivement, mon dollar, le seul placement en fait qui permet de contrer l'inflation, c'est un placement qui rapporte bien au-delà, donc les actions. Parce que il y a 40 ans, pour acheter ma baguette de pain, il me fallait 13 cents, alors que maintenant c'est 1 dollar. Alors après, on va parler de l'or et ce que je pense de l'or, parce que moi je suis aussi pas mal investi dans l'or. Et alors, est-ce que c'est un placement gagnant? Alors, pour moi, l'or, peut-être en surprendre certains, mais pour moi, c'est pas un placement gagnant. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est pas un investissement. Et je reviendrai dans le chapitre suivant sur la définition de l'investissement. L'or, en fait, ça verse pas de dividendes. L'or, en fait, donc c'est un métal inerte, ça ne produit pas de valeur. Donc, par exemple, quand vous avez un champ, ça va faire des cultures. Quand vous avez une forêt, vous avez des forêts qui poussent. Vous avez des arbres qui poussent. Quand vous avez des actions, des entreprises qui se développent, vous avez des dividendes. Quand vous avez du locatif, on vous verse des loyers. Là, ça ne produit pas de valeur parce qu'en fait, ça ne produit pas de service. Et donc, ça ne s'apprécie pas. C'est-à-dire qu'une once d'or, ce sera toujours une once d'or dans 10 ans et même dans 1000 ans. Par contre, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas avoir d'or, parce que l'or, c'est une excellente assurance contre la perte de valeur de la monnaie papier. Et donc, si par exemple, en ce moment, on était tous Russes et qu'on habitait en Russie, et qu'on avait vu notre monnaie perdre 70% de sa valeur, ce qui a été le cas l'année dernière, et tous ceux qui avaient de l'or vivent aujourd'hui extrêmement mieux en Russie que ceux qui n'avaient que des roubles dans leur poche. Voilà. Et donc, si demain, ce que je ne souhaite pas, ça arrive à l'euro, ou quelle que soit la monnaie qu'on aura en France à ce moment-là, je serais content d'avoir une assurance contre une perte de valeur très forte de la monnaie papier. Voilà. Alors après, ça peut aussi être un instrument de spéculation, et je reviendrai aussi sur la définition de la spéculation, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez acheter quand vous pensez que le cours est bas et qu'il va remonter, et vendre quand vous pensez que le cours est haut et qu'il va baisser. Voilà. Alors, l'or, justement, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne entre l'or et les actions? L'or, c'est intéressant parce qu'on voit des variations extrêmement importantes de la valeur de l'or. Donc là, on est en prix réel, donc pas ajusté de l'inflation. On voit bien un énorme pic dans les années 80, puis une grosse phase de baisse pendant 20 ans jusqu'aux années 2000, et puis un réveil depuis les années 2000 qui a duré 10 ans
pour culminer jusqu'en 2010-2011, et depuis une chute de quasiment à 50%. Voilà, alors après, c'est toujours compliqué de prévoir est-ce que l'or va monter, va baisser, mais ce qu'on voit dans ce graphique, c'est que il y a des variations extrêmement importantes. Alors, on va voir sur on va voir ce que ça donne en termes de... bien sûr, ça peut faire de la plus-value, donc l'or, si on achète au bon moment. Et il y a une thèse, hein, moi j'ai beaucoup regardé ça, je me suis dit, est-ce que, par rapport à vos questions, là, est-ce que vous me dites, sur ce que fait la banque américaine, notamment les quantitative easing, est-ce que ça va pas augmenter la valeur de l'or? Oui, sans doute. Et on voit bien aujourd'hui, notamment par exemple, l'euro a énormément baissé par rapport au dollar. Mais c'est quand même des choses qui sont, dans l'investissement, ce qui paraît évident, c'est pas forcément toujours ce qui se produit. C'est-à-dire que si tout le monde dit, il y a la planche à billets, il faut acheter de l'or, ça paraît assez logique comme ça, mais pourtant on voit que ceux qui ont investi dans l'or, et moi j'en fais partie parce que j'ai toujours de l'or, je n'ai pas vendu mon or, ceux qui ont gardé leur or depuis 2011, bah, ils n'ont pas gagné d'argent. Donc tout miser sur l'or, ça, pour moi, apparaît assez risqué, dans le sens où on est uniquement sujet sur des fluctuations de prix, et c'est pas quelque chose qui crée de la valeur. Donc c'est bien d'en avoir un peu, moi je pense que c'est bien d'en avoir un peu, ça sert d'assurance. Par contre, je ne pense pas qu'il faille placer la majorité de son capital sur l'or. Voilà. Il faut plutôt privilégier des actifs qui vont générer des revenus. Alors, du coup, j'en profite quand même pour reprendre un certain nombre de questions. On me dit dans les questions, est-ce que c'est l'or, c'est un placement comme le vin, etc. Oui, oui. Alors, moi, pareil, je ne considère pas forcément... On peut gagner de l'argent dans le vin, il y a des gens qui le font. Mais pareil, pour moi, je considère ça plus, on va le voir tout à l'heure, je considère ça plus comme de la spéculation et pas comme un investissement. Et on va le voir du coup, je propose qu'on passe juste au chapitre suivant parce que je vais revenir dessus. On va juste conclure du coup sur cette partie. Donc les actions immobilières pour moi c'est les deux placements gagnants parce qu'à la fois ils résistent à l'inflation et ils génèrent des revenus et de l'appréciation dans le temps. Alors que l'or par exemple, bah, lui, oui il va résister à l'inflation, mais il ne va pas générer de revenus dans le temps. Par contre, à chaque fois, il faut bien se poser la question du potentiel et bien regarder la position dans le cycle. Donc il n'y a pas de question sur est-ce que les actions sont un bon placement, l'immobilier un bon placement. Il faut toujours regarder dans le cycle où en est la valorisation et surtout n'y investir que son épargne long terme. N'investissez pas de l'argent dans les actions de l'immobilier dont vous avez besoin dans 3 ans. Alors Michel me dit, oui, mais l'or, c'est une sécurité en cas de grave crise dont tous les indicateurs sont annonciateurs. Oui, oui. Ça, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de médias. Et alors, je vais prendre un peu de recul par rapport aux médias. Bien sûr, ça peut arriver, mais je vais vous donner quelques éléments historiques. Même si on est aujourd'hui dans une situation assez différente parce qu'il y a beaucoup de liquidités, parce que les taux d'intérêt sont très bas. Dans les années 80, tout le monde annonçait la fin de l'économie américaine parce que le Japon était en train de se développer. Et on disait, attention, ils vont tous nous racheter, maintenant tout est le Japon. Dans les années 90, on a dit, mais là on a un problème parce qu'il y a une crise au Japon et maintenant ils sont devenus une économie très grosse et donc ça va entraîner l'économie mondiale dans la récession. Ce que je veux dire, c'est que finalement dans les journaux, il y a un biais qui est très important, c'est que la majorité des nouvelles qui vont être dans les journaux, et ça c'est tout à fait, il y a des raisons pour ça, on n'a pas le temps forcément de rentrer trop dans le détail, je vous en parle plus après dans la psychologie, mais il y a un biais négatif. Et il y a un biais négatif parce que les journaux se vendent plus quand il y a des annonces négatives. Mais généralement, sur le long terme, ceux qui annoncent des catastrophes ne sont pas forcément les meilleurs investisseurs. Et si vous lisez Peter Lynch, Warren Buffett, c'est plutôt des gens qui ont investi en faisant un peu fi du bruit extérieur, parce que régulièrement on nous annonce des crises, parfois même la fin du monde, et souvent c'est ceux qui ont pu investir, qui ont le courage d'investir quand plus personne ne voulait investir, qui ont gagné de l'argent. Donc voilà, moi j'ai un peu de recul par rapport à ça. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Bien sûr, tout ce qui est le quantitative easing, c'est pas très rassurant. Mais je pense qu'il faut savoir raison garder parce qu'on est quand même dans une économie, système capitaliste qui fonctionne
qui fonctionne au sens où les entreprises se développent, il y a de la croissance économique, etc. Donc voilà, moi je fais attention, et d'ailleurs, à titre personnel d'ailleurs, je fais ce qu'on appelle, je dis très très peu les journaux en fait. Voilà, pour essayer de rester un peu extérieur à tout ce bruit. Voilà, alors les différences du coup entre les investissements, je suis allé un peu vite, je voulais juste revenir sur la différence entre la différence entre investir et spéculer, pardon. Voilà, on va le voir ici. Je reviendrai du coup au début de la partie. En fait, la majorité, moi je trouve qu'elle a tendance à spéculer. Je vais vous dire un peu ma définition. Un investissement, et ça c'est la définition de Benjamin Graham, c'est une opération qui permet la sécurité du capital et un rendement satisfaisant. Et je vais vous donner des exemples juste après. Et la spéculation, et ça c'est l'achat ou la vente avec l'espoir de profiter d'une fluctuation de prix. Donc par exemple, si vous achetez un bien en disant c'est pas un bien qui me rapporte de l'argent énormément, mais par contre je pense que ça va valoir plus demain, là vous êtes dans la spéculation. Exemple, moi j'ai des gens à Bordeaux qui me disent j'achète à Bordeaux parce que le TG va arriver, donc les prix vont monter. Voilà, ils ne regardent pas le rendement, ils espèrent juste gagner de l'argent grâce à l'augmentation du prix. Ça c'est de la spéculation. Et donc je vois la question, est-ce que le meilleur investissement n'est pas de ne pas perdre ce qu'on a économisé? Bien sûr. Alors, règle numéro 1, Warren Buffett, toujours. Vous savez que je suis un grand fan de Warren Buffett. Règle numéro 1, ne pas perdre d'argent. Et donc, c'est ça, en fait, l'investissement. C'est ce qui est sur la partie gauche. C'est quelque chose qui promet vraiment la sécurité du capital. Pas forcément garanti par l'État ou par un organisme financier, mais quelque chose dont on est à peu près convaincu que ça ne va pas perdre de valeur. Ce qui est pour moi une distinction importante. Alors, si je reviens au début de la partie 1, et puis on va voir après rentrer dans le détail, plus dans le détail de l'investissement. Dans votre plan d'action, il y a 3 étapes qui sont à répéter, qui sont assez simples. Mais les 3 sont importantes. La première, ça va être de créer de la valeur. Donc, soit par votre travail, si vous êtes salarié dans une entreprise par exemple, soit en montant sa boîte, ou vendre des services. La deuxième, c'est d'épargner. Et ça, c'est fondamental parce que l'important, c'est pas tellement combien d'argent vous allez gagner, mais ça va être combien d'argent vous allez être capable de retenir pour vous et d'investir. Et ça, c'est ce que m'avait dit Jim Rogers quand je l'avais interviewé, le milliardaire américain. C'est un schéma très simple, mais finalement, si on le fait très régulièrement dans le temps, et que systématiquement, il y a une partie de son revenu qu'on épargne et qu'on investit, et qu'on continue, c'est en fait la formule secrète pour devenir rentier. Alors, sur chacune des étapes, la première, ça peut être, par exemple, de créer plus de valeur. Moi, je suis assez convaincu aussi qu'il faut passer beaucoup de temps, pas forcément sur ces investissements, il faut comprendre le monde de l'argent, mais il faut passer du coup la majorité du temps à créer votre valeur. Donc soit augmenter la valeur de votre travail, soit se former, soit éventuellement changer d'entreprise, créer votre offre, etc. etc. Et puis la deuxième étape, ça va être d'épargner. Alors du coup, je vous pose la question, je vous dis, mais vous, je pense qu'on est toujours intéressé pour savoir combien les gens épargnent, mais vous, combien est-ce que vous épargnez en pourcentage de votre revenu? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est quelque chose que vous calculez? Combien est-ce que vous épargnez? Voilà, certains c'est 10%. Généralement dans la presse, on va vous dire c'est bien d'épargner 10%. Je vois 20%, 20%, 35 à 40, ça c'est pas mal. Moins de 10%, ok. Et bien ça c'est pas mal parce que du coup, 5 et 10%, ok, très bien. Vous allez voir en fait, ça se relie directement avec la question que je vous ai posée au début pour savoir quand est-ce que vous vouliez être rentier. Si vous épargnez 10%, si vous épargnez 10%, vous allez être rentier dans 51. Non. Si par contre vous épargnez, comme Nicolas, entre 35 et 40%,
bah, vous allez être rentier dans à peu près 15 ans. Enfin, dans à peu près 20 ans, pardon. Là, c'est un petit... J'utilise un logiciel qui s'appelle... dont j'ai mis l'adresse en dessous, là. Je vais vous montrer. Ça s'appelle Networthy. Hop. Voilà, qui est là. Et donc, en fait, sur ce, si vous le voyez bien, ça vous donne en fait la répartition entre les nombres d'années et et votre taux d'épargne. Donc on voit par exemple que bah voilà, si vous économisez 50%, vous aurez 16,6 années. Si par contre vous épargnez 10%, vous allez plutôt être 51 années. Voilà, il y a pas mal d'hypothèses derrière. Ça vous donne plus un ordre de grandeur, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la courbe, elle n'est pas linéaire en fait. Il y a un peu un exponentiel inversé, parce que derrière, vous avez un double effet. Alors, si vous voulez, je vais vous envoyer en fait le lien, si vous voulez vous faire vous-même la simulation, et puis c'est quelque chose que vous pouvez garder. En fait, il y a un double effet. Le double effet, c'est celui-là. D'abord, plus vous épargnez, plus vous allez générer du capital. Et ce capital, il va générer des intérêts et donc il va faire de l'effet composé. Mais aussi, plus vous épargnez, et plus ça veut dire que le montant dont vous avez besoin pour vivre, quelque part, est faible. C'est-à-dire que deux personnes qui ont le même revenu, une personne qui épargne 50% et l'autre personne qui épargne 10%, bah, celle qui épargne 50%, elle a besoin que de 50% de son revenu pour vivre. Donc elle a besoin d'un capital plus faible. Et donc c'est ça qui va faire en sorte que la courbe n'est pas linéaire, mais que plus vous épargnez, plus vous allez vous rapprocher. Donc maintenant, du coup, je vous invite à regarder entre votre objectif d'être rentier et ce que vous épargnez, si ça colle ou pas, et sinon, si vous devez changer bah, soit votre objectif d'épargne, soit la durée, soit le taux. Vous avez tous les éléments du coup pour faire la simulation. Je donne maintenant deux exemples pour moi vraiment de différence entre la spéculation et l'investissement. Par exemple, sur l'immobilier, si on dit moi je vais acheter un bien avec un rendement locatif de 10% en bas du cycle immobilier. Donc par exemple l'immobilier dans les années aux États-Unis dans les années début des années 2011. Ça c'est de l'investissement parce que en fait le risque de perte il est extrêmement faible. Vous achetez déjà un bien qui est complètement bradé et qui rapporte 10%. Donc ça, c'est une valeur, il y a toujours des gens qui voudront l'acheter. Par contre, si vous achetez un bien, moi je vois par exemple des gens qui achètent à Bordeaux en se disant il y a le TGV qui va arriver. Si vous achetez en haut du cycle avec un rendement locatif faible, ben là vous n'espérez gagner de l'argent que par l'augmentation du prix. Et donc ça c'est tout à fait aléatoire parce que ça va dépendre de l'offre et de la demande au moment où vous allez vendre. Et votre bien peut tout à fait perdre la moitié de sa valeur, je dis bien la moitié de sa valeur, et rapportera 4% de rendement locatif. Ce qui est finalement, sur des longues périodes, tout à fait dans la moyenne en fait. Et ça vaut aussi pour les actions. On est un peu dans le même bateau, donc il n'y a pas d'immobilier pas risqué ou des actions risquées. Sur les actions, c'est la même chose. Vous pouvez acheter une action qui a un rendement locatif élevé, comme IBM, là aujourd'hui, qui a un rendement locatif de 10%. Donc comment est-ce qu'on calcule ça? On regarde en fait le bénéfice que dégage la société par rapport à sa valeur sur le marché. Et c'est une société tout à fait solide, voilà, qui est tout à fait concurrentielle sur son marché. Et donc aujourd'hui, par exemple, c'est ce que fait Warren Buffett. Lui, il achète IBM. Si par contre vous achetez une action avec un tout petit rendement locatif, par exemple Facebook qui va se payer 100 fois ou 50 fois ses profits, bah là vous espérez gagner de l'argent uniquement parce que l'action va monter, donc là vous êtes dans la spéculation. Voilà, donc il y a vraiment une grande différence entre les deux, et dans les médias, je donne un exemple, parce que dans les médias on dit toujours que les gens investissent, alors qu'en fait la majorité du temps c'est dans de la spéculation. Et on le voit dans le cycle en fait, c'est que généralement au début de la montée d'un prix, vous avez les investisseurs, là par exemple, qui sont très actifs, et peut-être que par exemple si je reprends l'immobilier aux USA, peut-être que dans 4 ans, on va se retrouver dans des situations où on va être sur des rendements locatifs très faibles, mais beaucoup de gens viendront acheter parce qu'ils auront vu les prix monter et ils vont penser que les prix vont continuer à monter. Voilà, donc ça c'est tout à fait dans la psychologie humaine. Alors,
quelques prérequis quand même avant d'investir. Moi, je vous invite vraiment à lire des livres. Alors, si vous n'aimez pas trop lire les livres, au moins d'acheter des formations ou de lire des blogs. Moi, j'ai une page notamment sur le blog où je vous donne plusieurs. Je vais vous poster le lien là. Dans les commentaires, voilà, où vous pouvez du coup apprendre à investir. Voilà, donc c'est des lectures que j'ai faites, des choses que je trouvais pertinentes. Et votre objectif, ça va être d'en savoir beaucoup avant d'investir. La plupart des gens, en fait, ils vont investir avant de savoir, et c'est là où du coup on a des problèmes. Alors, ça va vous aider aussi à être sceptique, parce que dans la nature humaine, on n'est pas toujours très rationnel. Et en fait, dans la psychologie, on est quand même on a peur de perdre, mais on a aussi envie de gagner, donc on est fait à la fois avide, avec une logique de moindre effort. Et ça, les publicitaires l'ont bien compris. Donc là, je vous ai mis quelques annonces que j'ai trouvées là, ces derniers jours dans ma boîte mail. Investissement à 8,5% par an, investissez dans l'événementiel. Vu sur BFM Business, les métaux stratégiques, la hausse vertigineuse des terres rares. Donc là, on voit des hausses, là, 452%. Un secteur stratégique et médiatique. Ou encore, à droite, rendement garanti par le gestionnaire de 20%, promesse de rachat. Voilà, donc en fait, quand vous voyez des choses comme ça, si vous ne comprenez pas comment est-ce on peut gagner 8,5% par an sur l'événementiel, 452% sur les terres rares, ou comment est-ce qu'un rendement immobilier peut être garanti, comment est-ce que fondamentalement la personne peut garantir les 20%, il faut vous méfier, parce qu'il y a aussi beaucoup de miroirs aux alouettes. Moi, il y a plusieurs lecteurs qui m'ont contacté et qui avaient des déconvenus avec des investissements qu'ils avaient trouvés qui paraissaient très alléchants d'un point de vue publicitaire, mais qui derrière étaient pas très intéressants. Donc je vous invite aussi à faire preuve de beaucoup de méfiance, parce que la règle numéro 1, et c'est bien de le rappeler, c'est quand même de ne pas perdre d'argent. Alors maintenant, on va voir du coup 3 options pour investir dans l'immobilier, et puis ensuite on va parler des actions. Alors dans l'immobilier, la première option, celle que tout le monde connaît, donc c'est d'acheter de l'immobilier physique en direct. Voilà, donc là, des gens qui font ça très bien. Moi, ce que m'ont dit beaucoup de gens qui avaient investi dans l'immobilier, c'est que pour bien investir, il faut quand même chercher, être patient et vraiment chasser les opportunités. Donc généralement, pour un bien trouvé, un investisseur aura fait 50-100 visites. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui demande du temps. On peut tout à fait trouver des bonnes affaires, mais c'est quelque chose qui donne du temps. Par contre, après, ça demande pas forcément de compétences extraordinaires ou impossibles à acquérir, parce que c'est avant tout du calcul en fait, et de se dire est-ce que le bien va se louer. Une autre option, c'est de regarder le locatif saisonnier si vous habitez en centre-ville, s'il y a de la demande. Mais dans tous les cas, soyez bien sélectif et regardez si le rendement est supérieur idéalement à 7% brut. Et si vous pouvez viser l'autofinancement, c'est-à-dire une mensualité de crédit qui est inférieure au loyer net des charges et impôts. Encore une fois, dans beaucoup de gens que j'ai vu investir dans l'immobilier, il y en a beaucoup qui ne regardent pas forcément les impôts qu'ils vont payer, ils ne vont pas le compter dans leur rentabilité, mais comptez-le parce que ça peut être important. Alors une deuxième option, dont j'avais parlé sur le blog, dont certains me disent est-ce que c'est un investissement gagnant ou pas, c'est les SCPI. Alors ça, l'avantage, c'est que c'est un moyen vraiment extrêmement facile d'investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que en fait, vous investissez dans un véhicule qui est géré par une société de gestion, qui donc a plein d'immobilier. Alors ça peut être, il y a différents types, hein, ça peut être des bureaux, ça peut être des murs de boutique, ça peut être aussi du résidentiel. Et donc là, c'est la société de gestion qui gère tout pour vous. Et les rendements sont loin d'être ridicules parce qu'on est à peu près entre 4 et 6%. Et c'est quand même du coup supérieur à la performance des fonds en euros. Voilà. Les inconvénients que je vois sur ces placements, j'en vois deux. Le premier, c'est que c'est assez lourdement imposé. Donc si par exemple vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 14%, de 30% ou même plus, de 42%, vous serez opposé d'autant sur le revenu de vos SCPI et plus des prélèvements sociaux. Voilà, donc à la fin, vous risquez de donner à peu près plus de la moitié de ce que vous aurez gagné en impôts.
Donc ça réduit quand même de beaucoup le rendement sur le papier. Et le deuxième, c'est qu'il y a des frais qui sont assez élevés, entre 7 et 10%. Donc c'est un peu comme quand vous achetez de l'immobilier physique. Et donc ça, c'est important parce qu'au moment de la revente, ce n'est pas des frais que du coup vous récupérez. Alors il y a effectivement, comme dit Didier, on peut acheter en nue propriété, c'est vrai. Alors une nue propriété, c'est intéressant du coup, notamment si vous êtes lourdement imposé. Après, vous avez toujours les frais du coup d'entrée qui sont élevés. Ça ne vous génère pas de revenus, mais effectivement, si vous êtes lourdement imposé, c'est une bonne solution. Alors, il y a une troisième solution qui est intéressante, qui est un peu moins connue, c'est d'acheter des foncières. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? C'est à peu près le même mécanisme que les SCPI. C'est juste que vous allez acheter des actions, parce que c'est coté en fait, des actions d'entreprises qui sont immobilières qui sont cotées en bourse. Donc là, je vous donne un exemple qui est la plus grosse foncière américaine. Elle pèse quand même 58 milliards de capitalisation boursière. Alors, c'est pas un conseil d'achat, hein, c'est vraiment juste à titre d'exemple. Voilà, bah, c'est une société qui verse, vous voyez, elle a un dividende croissant là, depuis 2010. Et là, maintenant, elle verse pour chaque action, vous avez un peu plus de quasiment 5 $ qui sont versés. Et là, l'avantage, c'est que vous ne payez pas les 7 à 10% de frais de SCPI. Vous allez payer que les frais de courtage. Et selon vous, courtier, ça va être quelque chose entre 0,1 et entre 0,1 et 1%. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus faible. À date, du coup, on n'est pas forcément sur des rendements qui sont très élevés. Et vous voyez, du coup, je vous ai mis en dessous la variation du cours de l'action. C'est sûr qu'il valait mieux l'acheter en 2009. Moi, honnêtement, pour investir dans l'immobilier aux États-Unis, aujourd'hui, j'avais regardé des foncières. Et en fait, j'avais vu que les prix étaient déjà énormément remontés. Et donc, je ne l'ai pas fait. C'était déjà des rendements plus faibles. Voilà. Mais ça n'empêche qu'investir là-dedans en 2 millions, ça pouvait être tout à fait intéressant. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, du coup, je vois la question de Vincent sur comment trouver des foncières. Ça, je vous en parlerai plus tard, on ne va pas avoir le temps. Mais voilà, il y a des sites où vous pouvez trouver ça. Je vous conseille aussi énormément le forum de l'investisseur heureux. Voilà, et sinon j'en reparle après dans l'offre spéciale à la fin. Voilà, ça c'est un vrai travail, mais voilà, sachez juste que ça existe avant de foncer tête baissée en disant c'est forcément une SCPI qu'il me faut. Alors maintenant sur les actions. Les actions en fait, pareil, c'est un peu comme l'immobilier, il faut comprendre ce qu'on fait. Et comprendre ce qu'on fait, ça va passer par définir son style. Il y a deux styles en fait principaux, pour faire simple, avec deux stratégies différentes. Il y a un style passif et un style actif. Et par défaut, je dirais que le style passif va convenir à la très très grande majorité des investisseurs. Donc par défaut, c'est plutôt ce que vous devez choisir. Et l'option active, on verra que c'est vraiment réservé aux gens qui souhaitent passer du temps. Alors le style passif, c'est quoi? Ça consiste à acheter de manière régulière, par exemple chaque mois, des actions. Donc vous achetez par exemple régulièrement, et c'est Warren Buffett qui dit, achetez régulièrement un fonds indiciel, donc par exemple un indice comme le SP500, et vous détiendrez des parts de bonnes entreprises à un prix raisonnable. Pourquoi raisonnable? Parce que ça aura été moyenné dans le temps. Donc vous aurez acheté aussi bien quand c'était la crise, aussi bien que quand tout le monde voulait en acheter, donc à la fin vous aurez un prix moyen, et donc vous aurez à peu près le rendement moyen du S&P, et donc qui va varier, vous allez être environ entre 7 et 10% par an. Voilà. Donc là, vous allez être très largement au-dessus de l'inflation. Par exemple, il y a deux trackers que vous pouvez utiliser, je vous les donne, c'est le tracker SP500 Amundi, je vous donne les codes là, ils sont sur le blog sinon. Je vais quand même juste vous les donner dans les commentaires, comme ça vous pouvez les garder. Voilà, donc c'est deux trackers avec des frais de gestion réduits et qui vont vous permettre d'avoir du coup une bonne exposition à l'indice, mais sans les frais, sans tous les frais qui sont associés. Moi, ce que je vous conseille, c'est aussi d'ouvrir un PEA pour limiter le frottement fiscal. Faut savoir que du coup, avec le PEA, vous payez quasiment pas d'impôts. Et vous pouvez avoir, et c'est un produit qui est exactement le même que si vous l'avez dans un compte titre. Donc c'est vraiment une enveloppe fiscale très intéressante. Je vous conseille même d'ouvrir, si vous n'en avez pas déjà, de l'ouvrir tout de suite, ne serait-ce que pour ouvrir la dette fiscale. Je ne rentre pas dans le détail ici, mais
mais il y a des conditions liées notamment à la date à laquelle ça a été ouvert. Et le point le plus important, c'est d'avoir aussi la discipline et de résister à la tentation de faire des achats-ventes sur les zones de marché. Alors, je vois que le temps tourne, donc je vais essayer d'accélérer, d'aller plus vite sur la fin. Il y avait beaucoup de choses à voir. Dans le style actif, je vais aller plus vite, mais si ça vous intéresse, lisez absolument Peter Lynch. La base, en fait, c'est de se dire, si j'achète une action, en fait, c'est d'abord que j'achète une entreprise. Donc, avant tout, intéressez-vous à l'entreprise, pas au cours de l'action, pas au graphique. Moi, c'est une des erreurs que j'avais fait, d'investir sur des graphiques, mais ça n'a pas beaucoup de valeur. Investissez vraiment sur des entreprises. Voilà. Et donc, ce livre est très bien fait. Moi, je vous le conseille. Il est sur ma page ressources aussi. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour si cette démarche vous intéresse. Et à mon avis, c'est plutôt réservé aux passionnés. Voilà. Plutôt aux gens que ça intéresse de faire, etc., qui sont prêts à y passer plusieurs heures par mois. Donc, c'est vraiment pas du tout la majorité des gens. Une autre option pour les actions, sinon, c'est de souscrire à un service d'analyse d'actions qui vous aidera à savoir quoi acheter à quel moment. Moi, c'est ce que je fais à titre personnel. Et je présente ce service dans un article. Et donc, ça s'appelle L'investisseur français. Je vais vous le mettre aussi en lien si ça vous intéresse. Voilà, eux, c'est ça le boulot. Ils font des analyses en fait toute la journée et puis après, ils les partagent avec vous. Donc voilà, si ça vous intéresse mais que vous n'avez pas le temps, ça peut être une autre alternative. Je vais passer un peu vite sur la suite. Je ne vous montre pas quelle part d'action vous avez dans votre capital, mais plutôt d'aborder rapidement la partie de la répartition de votre capital. Parce qu'on me demande souvent, mais comment il faut répartir son capital? Ce que vous devez faire, c'est bien surtout regarder votre objectif. Si votre objectif, c'est l'appréciation du capital à long terme, et donc de ne pas y toucher, vous pouvez tout à fait avoir une allocation très très forte en actions. Warren Buffett, par exemple, pour la fondation qui va survivre à sa mort, il a dit moi je veux que ce soit investi à 90% en actions et en tracker du SP500. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Mais vous avez peut-être d'autres envies. Vous n'avez peut-être pas envie que votre capital il ait des très grosses variations. Et auquel cas, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'actions. Mais vous pouvez avoir quelque chose comme le portefeuille permanent, dont je parlais sur le blog aussi. Alors, ce n'est pas un conseil de répliquer ça, mais ça vous donne juste une idée de ce que ça peut faire. Un portefeuille où du coup, vous n'avez que 25% d'actions. Et le reste, c'est de l'or, des obligations long terme et court terme. Donc ça, vous allez lisser énormément les à-coups. Et puis, vous préférez avoir juste des revenus récurrents, si vous êtes déjà à la retraite, par exemple. Et là, vous pouvez tout à fait avoir de l'immobilier locatif ou des foncières. C'est pas forcément quelque chose que je recommande, parce que fiscalement aussi, ça dépend de la situation de chacun. Si vous êtes très imposé, c'est moins intéressant. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que du coup, votre capital, en fait, il n'y a pas de mauvaise allocation. Quand j'avais commencé à investir, je pensais qu'il y avait des allocations parfaites, ou des règles très précises, et en fait, non. Ça va dépendre en fait de votre horizon. Pour tout ce qui est court terme, donc vos besoins de l'année, l'IVA, c'est très bien. Pour tout ce qui est moyen terme, un fonds en euros fera tout à fait l'affaire. Par contre, pour tout ce qui est long terme, je vous conseille vraiment de regarder plutôt les actions et l'immobilier. Voilà, on approche de la fin. En conclusion, donc il faut créer de la valeur, épargner et investir. Bien regarder si vous investissez dans l'immobilier le rendement, c'est vraiment le plus important, et de bien calculer avec l'ensemble des dépenses. Si les actions vous intéressent et si vous voulez investir à long terme, je pense qu'il faut investir dans les actions. Choisissez bien votre style et regardez par défaut le style passif. Et puis surtout, répartissez votre capital en fonction de votre horizon. De combien d'argent vous aurez besoin dans 10 ans. Par exemple, combien d'argent vous avez besoin pour les études de vos enfants. Combien d'argent vous avez besoin pour votre retraite. Et investissez vraiment à long terme que l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Je pense qu'on peut tout à fait donc arriver à devenir rentier. Moi, j'ai commencé il y a près de 20 ans à investir. J'ai testé beaucoup de choses. En majorité, d'ailleurs, je dois avouer des choses qui n'ont pas marché. Voilà, mais par contre, ce que je vous présente ici, c'est vraiment des choses qui sont valides sur la durée. Voilà, quoi qu'en disent les médias. Et donc, vous pouvez devenir rentier. Et je vous rappelle le secret, c'est donc de faire travailler votre argent plus dur que vous. Voilà, donc vraiment de faire travailler et regardez du coup comment est-ce que votre argent travaille aujourd'hui. Aujourd'hui, l'argent
que vous avez sur votre compte en banque, qui sont sur vos placements, combien est-ce qu'ils vous rapportent, versus vous, ce que rapporte le temps que vous passez à travailler. Donc je vous invite du coup, juste après ce webinaire, à prendre un peu de temps, une feuille de papier pour fixer votre objectif, de combien vous avez besoin pour devenir rentier, à quelle échéance de temps, de fixer du coup votre plan d'épargne et de réfléchir à vos placements, et notamment en fonction de votre horizon, que ce soit court terme, moyen terme ou long terme. Voilà, alors on arrive à la fin, mais j'ai une offre pour ceux que ça intéresse. Parce qu'on me demande souvent des conseils et notamment est-ce que j'accompagne des gens pour les aider à mettre en place en fait des stratégies de placement. Donc aujourd'hui, moi je propose une offre de coaching où du coup je vous donnerai toutes les clés pour atteindre l'indépendance financière. Donc je vous aiderai à définir votre objectif personnel, à construire le plan d'action qui est adapté à votre situation. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de choses qui sont, il y a peu de lois universelles, il y a beaucoup de choses qui doivent être adaptées en fonction de chacun. Vous conseille sur les meilleures ressources aussi pour apprendre à investir. Moi, j'ai lu énormément de bouquins, des choses intéressantes, moins intéressantes. Je vous donnerai mes meilleures lectures. Je vous répondrai aussi à toutes vos questions. Je partagerai mon expérience d'investisseur. Et puis, je vous conseillerai avec les offres d'investissement qui vous paraissent pertinentes. Voilà. Et la plupart du temps, c'est souvent des offres qui vous coûtent le moins possible. Il y a vraiment des différences énormes, des gestionnaires qui prennent des frais énormes sur des offres qui n'en valent pas la peine. Comment ça va se passer? Il y aura 6 séances de formation. Et puis après, je parlerai un peu des autres formations. Il y a Michel qui pose une question sur une autre formation. Ça va être des formations donc, que j'animerai personnellement. Voilà. Ça va être des formations via Skype ou téléphone. Il y aura 2 séances qui seront individuelles. Les autres, ça va être des séances de groupe. Et dans les séances individuelles, on regardera notamment une à l'introduction pour bien définir, vous aider à définir votre objectif, votre situation personnelle. Et puis une séance à la fin pour bien mettre en place le plan d'action en fonction de tout ce que vous aurez appris. Voilà. Et les séances collectives, ça va être beaucoup plus pour aller dans le détail sur vraiment les règles indispensables à connaître pour bien investir. Donc, ce programme, l'objectif, c'est qu'il vous permette de tout savoir pour investir intelligemment et de bien répondre à toutes vos questions. Alors, pour cette offre, je propose un tarif de 470 €. J'ai pas vu d'offres équivalentes sur le marché, mais si on regarde un peu des offres soit de formation, soit des offres de coaching individuelles, on est entre 1000 et 3000 €. Il y a une garantie 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc si ça vous intéresse, si vous démarrez et que vous voyez que ça ne correspond pas du tout à ce que vous recherchez, vous m'envoyez un petit message, je vous rembourse et on reste bons amis. La fermeture des inscriptions aura lieu fin août, donc 31 août minuit, et on démarrera ainsi la formation au 7 septembre. Voilà. Il y a une condition, c'est que ça va être limité à 10 participants. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire des séances individuelles, mais j'ai un temps qui est quand même limité, donc je ne pourrai pas prendre plus de 10 participants, donc ce sera limité. Donc ça va être les 10 premières personnes qui vont s'inscrire qui seront à la formation. Et après, ce sera clôturé parce que je ne pourrai pas prendre plus de 10 personnes. Voilà, donc si ça vous intéresse, le processus est assez simple. Vous m'envoyez un email sur cette adresse ou via le formulaire de contact du blog, mais je vous redonne mon adresse sans la parenthèse. Voilà. Avec vos coordonnées pour que je puisse vous recontacter et voir si ça peut vous convenir. Voilà. Et en bonus, je vous donnerai dans cette offre une solution que j'ai développée pour créer des revenus immobiliers faiblement imposés, et ce, quelle que soit votre situation fiscale et vos revenus. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai découvert personnellement et que je partagerai du coup avec les personnes de la formation. Voilà, il me reste à vous remercier et donc à vous donner deux petits cadeaux. Merci beaucoup d'avoir suivi le webinaire. Je sais que c'était long. J'ai essayé de mettre le plus de contenu possible. Et donc je vous envoie le lien vers mes placements aux États-Unis. Et puis la meilleure action pour investir à long terme, et ben en fait c'est le SP500.
Pourquoi le SP500? Parce que le modèle américain est extrêmement favorable aux actionnaires. Voilà. Ils ont un modèle beaucoup plus favorable que le modèle français. Et donc, il vaut mieux investir sur les actions américaines qui ont la culture en fait de récompenser les actionnaires que sur le CAC 40 par exemple, ou des entreprises comme par exemple GDF ou Total. Nous, France Télécom, n'ont pas forcément cette culture, mais qui pèsent énormément dans l'indice. Voilà, alors par rapport à d'autres formations que vous avez pu voir, je me pose la question, qu'est-ce que je pense de la formation Investisseur Pro de Jean-Luc Mathis? Alors d'abord, c'est une formation que moi j'ai suivie, c'est pour ça que j'en parle sur le blog, et je trouve qu'il est très intéressant. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à faire des formations pour, quel que soit d'ailleurs, pas que sur les investissements, mais vraiment à prendre une partie de votre argent et à l'investir dans votre développement. C'est une formation qui est très bien. Après, dans les points où je ne suis pas d'accord, c'est que Jean-Luc, par exemple, il va être très critique sur la bourse, alors que moi, je pense que c'est vraiment un placement très utile pour nous, mais si c'est bien fait. Et il va être très optimiste sur l'or, où je pense que l'or, si Warren Buffett, qui est le meilleur investisseur du monde, dit que l'or, c'est pas quelque chose qui rapporte, en fait, il y a quand même une part de vérité. C'est que du coup, et on voit, hein, moi je vois sur les personnes, ceux qui ont énormément d'argent investi dans l'or, c'est quand même risqué parce qu'on ne peut pas prévoir en fait, on ne sait pas quel sera le coût de l'or. Donc bien sûr, on peut se dire, oui, la monnaie papier va perdre de l'argent, bien sûr, mais ça peut aussi ne pas se produire. Et donc si ça ne se produit pas, et que vous avez mis beaucoup d'argent dessus, vous avez un petit problème. Si par contre votre argent il est investi dans l'immobilier, par exemple aux États-Unis qui ramène 10%, eh ben, vous n'êtes pas trop inquiet pour la suite parce que vous savez que ça ne peut pas vraiment baisser. Si ça baisse et que si la valeur baisse, votre rendement il va peut-être monter à 15%, et à la limite c'est encore plus intéressant, vous pouvez en racheter plus. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on lit dans les journaux, comme par exemple, moi je les ai lus, hein, ces livres aussi, sur la faillite de l'économie américaine, etc. Sachez que c'est des choses qui reviennent de manière récurrente, mais qu'en 200 ans, l'économie américaine, c'est quand même très largement développé et c'est quand même un système qui fonctionne très bien. Voilà, donc c'est pas une question d'être pro-États-Unis ou contre les États-Unis, euh, mais je pense que l'indice américain est plus sûr que l'indice français, russe ou même chinois. Voilà, ça changera peut-être. Voilà, et puis du coup la question de Vincent qui était est-ce qu'on peut investir à crédit aux États-Unis? Alors du coup je mets toutes les infos si vous voulez télécharger le guide. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué d'investir à crédit aux États-Unis. C'est vraiment un des choses les plus compliquées. Moi j'ai pas investi à crédit par exemple, j'ai investi cash, mais il y a des organismes spécialisés et on peut essayer. Voilà, après c'est pas à 100%, c'est plus compliqué que la France, c'est sûr. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je vous invite à rester en contact, hein, de toute façon, si le contenu vous a intéressé, soit sur le blog, soit sur Twitter, Facebook, LinkedIn. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Et puis, si ça vous intéresse, cette offre de coaching, si vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de remettre à plat vos finances, vous n'êtes pas satisfait de là où vous en êtes aujourd'hui, c'est peut-être le moment de changer. Et moi, je crois une chose, c'est que on est uniquement le résultat des actions qu'on a menées. Et que si on n'est pas satisfait de là où on en est aujourd'hui, alors ça peut être, là ici on parle d'argent, donc ça peut être financièrement, et de réfléchir et de se dire si je ne change rien pendant les prochaines années, il est probable que mes investissements ne changent pas non plus. Donc si vous voulez changer quelque chose dans dans votre dans vos finances, et aussi il faut changer votre manière de faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la formation d'aujourd'hui. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Moi, je vais partir en vacances du coup la semaine prochaine. Voilà, et puis du coup, au plaisir de rester en contact avec vous euh, par Internet. Merci pour votre message, merci pour vos merci super prêts, etc. Merci, très pédagogique, ça me touche beaucoup. Voilà, et puis je vais arrêter là et je vous souhaite du coup, vous aussi si vous partez en congé, de très bons congés. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Prenez le temps surtout, ce que je veux que vous fassiez, c'est en tout cas que vous preniez bien le temps de réfléchir à tout le contenu de cette formation
et de voir ce que vous, concrètement, vous pouvez changer dans vos investissements pour faire en sorte que l'argent travaille pour que vous, vous travaillez un peu moins pour l'argent. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt sur le blog ou par email.